Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de cette série de tutos dédiée au développement de scripts pour After Effects. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos retours et vos encouragements suite à la publication du premier épisode. Je ne m'attendais pas du tout à un tel accueil et je suis ravi de voir que vous êtes nombreux à être intéressés. C'est très motivant pour moi. Donc merci beaucoup et j'espère que ce nouvel épisode sera à la hauteur de vos attentes. J'ai eu quelques retours comme quoi ma voix n'était pas très audible à certains moments et que les sons de mon clavier et de ma souris étaient trop forts. Je n'ai pas du tout eu le temps de m'y pencher, mais je vais tâcher d'améliorer ces points sur les prochains épisodes. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'ouvrir ExtendScript Toolkit. Pour entamer cet épisode, on va faire le tour des opérateurs. Et les premiers opérateurs que nous allons voir sont les opérateurs arithmétiques. Pour commencer, on va définir une variable, avec le nom de votre choix. Ici je vais prendre var v1. Pour variable 1. Et on lui affecte une addition. 5 plus 7 par exemple. Puis, on va appeler cette variable. Comme le script s'exécute, il lit les différentes instructions. Cette variable étant la dernière chose lue par le script, sa valeur sera ce que va nous retourner le script. Le résultat s'affichera donc dans la console. Je vais ouvrir ma console et on va faire le test. Console JavaScript. F5. J'utilise dorénavant le raccourci F5 pour lancer l'exécution du script, ça revient exactement au même que d'appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Et donc vous voyez que le résultat s'affiche bien en console, 12. Il s'affiche également ici, tout en bas de ExtendScript Toolkit. Pour être dans la continuité de ce qu'on avait vu dans l'épisode 1, on aurait très bien pu afficher notre résultat dans une boîte de dialogue, avec la fonction alerte. Je pense que c'est pas nécessaire de continuer avec cette boîte de dialogue, mais c'est une possibilité. On aurait également pu écrire directement 5 plus 7 dans le script. Ainsi, JavaScript nous ferait l'addition et nous retournerait le bon résultat dans console JavaScript. Mais je pense qu'il est plus intéressant qu'on s'efforce de travailler avec des variables pour s'habituer à en voir et en manipuler. Donc là, affiché. Nous tentons donc de voir le premier opérateur arithmétique, qui est l'addition. Les différents opérateurs arithmétiques sont donc l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Le modulo étant tout simplement le reste d'une division euclidienne. Si on prend par exemple 7 modulo 2, il restera 1. Les opérateurs arithmétiques ont besoin de valeurs de nature number. Il est logique qu'on fait des maths avec des nombres. On va tout de même essayer de diviser une chaîne de caractères si on prend string pour chaîne de caractères et qu'on essaye de le diviser, v1 divisé par 2. On nous retourne l'information nan, qui veut dire not a number. Petite parenthèse sur la chaîne de caractères, on a utilisé les guillemets à la place de l'apostrophe. Les deux sont compatibles, c'est vraiment une question de préférence. Il est logique que si on a une apostrophe dans notre chaîne de caractères, il vaut mieux utiliser les guillemets et inversement. Tout en sachant, encore une fois, comme ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, qu'on peut tout à fait écrire anti-slash guillemets. Si on veut insérer des guillemets dans notre chaîne de caractères. Pour en revenir à nos opérateurs, sachez que diviser une nature booléenne nous retournera bien un nombre. True 0,5. Alors comment ça se fait? Tout simplement que les variables de nature booléenne représentent des valeurs. True vaut 1 et false vaut 0. Il faut également savoir qu'en JavaScript, les règles de priorité de calcul sont les mêmes qu'en maths. Ainsi, une multiplication aura la priorité sur addition, une opération entre parenthèses aura la priorité sur le reste du calcul, etc. Bon, il est rare de réaliser des calculs de valeurs directement. Ce qui nous intéressera sera surtout de réaliser des calculs de valeurs de variables. Voilà, par exemple, dans ce petit script, on affecte une addition à la variable v1. On affecte une valeur à la variable 2, et on demande à la variable résulte de réaliser une opération. Donc à savoir v2 plus 2 fois v1. C'est assez simple. J'ai mal appelé ma variable v2, hop, 120. Voilà pour les opérateurs arithmétiques. Alors, il y a d'autres opérateurs qu'on utilise énormément, et on en a utilisé déjà plusieurs fois. Ce sont les opérateurs d'affectation, et il y en a 3 rien que dans les quelques lignes à l'écran. C'est le signe égal. Il permet, comme son nom l'indique, d'affecter une valeur à une variable. Il y a d'autres opérateurs d'affectation qui en sont dérivés. Ils nous permettent de gagner du temps et de simplifier nos calculs. Imaginons le calcul suivant. V1 égale 10. V1 égale V1 plus 5. Voilà. Ici donc, on définit que notre variable V1 vaut 10.
Ensuite, on dit que notre variable V1 est égale à V1, donc 10, plus 5. Le résultat devrait donc nous retourner 15. Pour simplifier notre calcul, pour gagner en temps et en clarté, on peut utiliser l'opérateur d'affectation plus égale 5, qui va nous retourner le même résultat que ce qu'on a fait précédemment. V1 égale 15. Sachez que tous les opérateurs arithmétiques qu'on a vus précédemment sont utilisables. Soustraction égale, multiplication égale, etc. D'autres opérateurs d'affectation existent, mais on ne va pas les voir car ils ne nous seront pas utiles. Il s'agit d'opérateurs bit à bit par exemple, c'est pour faire des choses vraiment plus poussées en JavaScript. Alors avant d'aller plus loin, on va faire juste un petit point de vocabulaire. Les valeurs utilisées lors d'une opération sont appelées opérandes. Dans le calcul 5 moins 3, 5 et 3 sont donc les opérandes et moins est l'opérateur. Je vous ai dit que pour les opérations arithmétiques, les opérandes devaient être de nature number, pour nous retourner une valeur. Ça reste vrai, mais nous allons maintenant voir un autre opérateur qui s'appelle l'opérateur de concaténation, et qui s'écrit plus comme pour l'addition. La concaténation permet de joindre des chaînes de caractères ensemble, ou des chaînes de caractères avec d'autres objets. Ces objets seront alors convertis en chaînes de caractères car le résultat d'une concaténation sera toujours de nature string. On va faire quelques exemples. Ici, c'est une simple concaténation. Deux variables de nature string nous retournent la jonction des deux. Pour l'écrire proprement, on aurait pu ajouter un espace. Ici par exemple. Mais ce n'est pas très propre d'ajouter un espace directement dans notre variable ici. Le plus propre aurait été d'écrire. Nous avons donc ici la concaténation de trois chaînes de caractères. Comme on l'avait vu précédemment, le JavaScript n'est pas du tout sensible au nombre d'espaces. On a donc pu ajouter des espaces ici et ici. Notre concaténation restera pourtant identique. Notre espace est bien uniquement entre After et Effects, à savoir celui qui se trouve dans la chaîne de caractères ici. L'opérateur plus est un opérateur arithmétique comme un opérateur de concaténation. Il faut faire très attention à la nature des valeurs qu'on va lui injecter. En présence d'opérandes de nature number ou booléenne, l'opérateur agira comme un opérateur arithmétique et retournera une valeur de nature number. En revanche, et c'est là qu'il faut être très vigilant, si une des valeurs de l'opération est de nature string, l'opérateur agira comme un opérateur de concaténation et retournera une valeur de nature string. On va faire à nouveau un petit exemple. Ainsi, l'opération suivante nous retournera une valeur de nature string, malgré la présence d'un opérateur de type number. J'ai mis deux alertes pour pouvoir voir le résultat et le typeof du résultat. Ceci est un string 2, la concaténation se passe correctement, et la nature de la variable est donc maintenant un string, malgré la présence d'un number ici. On va essayer un petit exemple qui sera encore plus flagrant. Chaîne de caractères qui contient le nombre 4. 42, 4 plus 2 en concaténation, et il s'agit bien d'un string. Pour s'amuser un petit peu, et avant de voir les autres opérateurs, je vous propose de réaliser un petit script dans AE avec ce qu'on vient d'apprendre. Ce sera un simple additionneur. On va donc commencer par ouvrir After Effects, et on va lier notre Exascript Toolkit à notre version d'After Effects, grâce à cet onglet déroulant ici, et on choisit la version d'After Effects qui est en cours d'exécution. On va vérifier que tout fonctionne grâce à notre fonction préférée, alerte. Alors, c'est exécution de script, il se lance bien dans After Effects. On va donc commencer la rédaction de notre script. On va commencer par écrire un commentaire. Réalisation d'un additionneur dans After Effects. Le principe de notre additionneur sera simple. On va demander dans deux boîtes de dialogue successives à l'utilisateur de rentrer la valeur qu'il veut additionner, pour ensuite afficher le résultat. Donc pour commencer, la fonction qui nous permet de demander une information à notre utilisateur sur la fonction prompt. On va regarder rapidement dans l'aide d'Exascript Toolkit ce que nous propose la fonction prompt. Alors, on voit ici que la fonction prompt, on peut lui injecter trois arguments, qui sont prompt, default et title. Les trois sont à la nature string, et que la fonction prompt nous retournera une valeur string. Si on lit un petit peu ce qu'il vous est dit, affiche une boîte de dialogue qui permet à l'utilisateur d'entrer un texte. Retourne nul, donc comme valeur de variable, si l'utilisateur ferme la boîte de dialogue.
Pour l'argument prompt, c'est le texte affiché. Default, c'est le texte par défaut qui sera inscrit dans le champ de texte. Et enfin, title, c'est le titre de la boîte de dialogue. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de stocker la valeur que l'utilisateur va renseigner dans une variable. Ce sera notre première valeur. Var valeur 1 égale prompt. On va renseigner les arguments de la fonction prompt. Ma première valeur, c'est donc le message à afficher. Ensuite, le texte par défaut affiché sera 0 par exemple. Et le titre, l'additionneur d'After Effects. Voilà pour notre première valeur. On va copier-coller pour notre seconde valeur. On va juste changer valeur 2. Et ici, ma seconde valeur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'addition de ces deux valeurs. Et enfin, on va afficher le résultat. On va faire un petit test pour voir comment fonctionne notre script. Ma première valeur, on va mettre 10. Ma seconde valeur, 2. Entrée. Le script fonctionne correctement, par contre, il nous retourne la valeur 102. Si vous avez bien compris les notions qu'on a abordées précédemment, c'est tout à fait normal, car ma fonction prompt nous retourne une chaîne de caractères, et que l'opérateur plus, avec au moins une opérande de valeur string, marche comme un opérateur de concaténation. Pour que notre additionneur soit fonctionnel, nous allons devoir convertir notre chaîne de caractères en nombre. Pour cela, on va utiliser la fonction qui s'appelle parseFloat. Alors je vais rapidement vous expliquer l'utilisation de cette fonction, parseFloat. Pour cela, je vais juste mettre le début de notre code en commentaire, avec le raccourci CTRL-SHIFT-K. Vous voyez que ça met directement chaque ligne en commentaire. Pour retirer ce commentaire, on resélectionne les lignes qui nous intéressent et on appuie à nouveau sur CTRL-SHIFT-K. C'est un petit raccourci très pratique. Alors, la fonction parseFloat. On va à nouveau regarder ce que dit l'aide d'ExtendScript Toolkit. parseFloat. On voit donc que la fonction parseFloat nous demande comme argument un texte de nature string, pour nous retourner un number. En fait, la fonction parseFloat va analyser la chaîne de caractères dans le sens de la lecture. Dès qu'il rencontrera un caractère qui n'est ni un plus, ni un moins, ni un point, ni un exposant, ni un chiffre, l'analyse s'arrêtera. Et si aucun chiffre n'a été trouvé avant la fin de l'analyse, la fonction parseFloat nous renverra la valeur none. On va faire quelques tests pour bien comprendre. parseFloat 16. Bien sûr, ici, je n'oublie pas les guillemets car il s'agit d'une chaîne de caractères. Et pour voir le résultat, on va mettre la fonction parseFloat dans une alerte. Donc, parseFloat 16 nous renvoie bien 16, qui est ici maintenant devenu une valeur de nature number. On va essayer. Alerte. Type of number. Si on utilise la valeur 16,8, parseFloat nous retourne bien 16,8. 16,8 A, B, C, D, E. 16,8. Car comme on l'a vu, l'analyse s'arrête au premier caractère qui n'est pas un chiffre. Si, en revanche, on écrivait ça, A, B, C, D, E, parseFloat nous renvoie la valeur not a number, car le premier caractère rencontré est un A, et donc ne rentre pas dans les conditions. On pourrait également utiliser la fonction parseInt, qui s'écrit INT, qui fonctionne de la même manière, mais qui nous retourne des nombres entiers. Comprenez par là qu'il ne va analyser que les chiffres. Les points, exposants, etc. ne seront pas analysés. De plus, il est important de spécifier la base décimale en second argument de la fonction parseInt. Ici donc, on aurait dû écrire 10. Vous pourriez avoir des surprises si vous ne le faites pas. Par exemple, si on écrivait base 2, ça voudrait dire qu'on fonctionne en base binaire, ce qui ne vous intéresse pas du tout. Ainsi, notre test précédent, 16,8, deviendra ici 16, étant donné que le point n'est pas analysé par le parseInt. Retenez bien donc que ça n'arrondit pas, ça va vraiment chercher un nombre entier. On va retourner à la rédaction de notre petit script. On va donc vouloir parser nos différentes valeurs. parseFloat, valeur 1, parseFloat, valeur 2.
On va à nouveau essayer. On va mettre 2 plus 5. On retourne maintenant bien la valeur 7. Ça fonctionne correctement. Et maintenant, pour aller un petit peu plus loin, ce qu'on souhaite, ce n'est non pas afficher le résultat dans une boîte de dialogue, mais dans l'onglet Informations d'After Effects. C'est quand même un peu plus sympa, et c'est notamment pour ça qu'on l'a ouvert. Pour ça, on va utiliser la fonction write. Donc on va tout simplement remplacer alert ici par write. Write nous permet tout simplement d'afficher un message dans cet onglet. On lance l'exécution du script. 40 plus 5. 45. Ça fonctionne correctement. Par contre, si on lance à nouveau l'exécution du script, on va laisser 0 et 0. On voit qu'ici, la fonction write n'a pas supprimé l'ancien message, ce qui est quand même problématique. Pour finaliser notre script, on va donc utiliser la fonction clearOutput, qui a pour fonction de supprimer tout simplement ce qui se trouve actuellement dans l'onglet information. On va réessayer. 0, 0. J'ai mal écrit ma valeur. Clear output. Ah oui, j'ai une majuscule en trop. Voilà, clear output. On va essayer 0, 0. Hop. Et là, on se rend compte d'un problème, c'est que l'exécution de notre script va beaucoup trop vite. En fait, il écrit à peine le résultat que directement, il l'efface. On va donc utiliser une nouvelle fonction pour pallier à ce problème qui n'en est pas vraiment un. C'est la fonction $.sleep. Cette fonction nécessite comme argument un temps en millisecondes. On va donc se baser sur 2 secondes. On va laisser afficher le message pendant 2 secondes ici. On va essayer 0 plus 0. Hop, il est resté affiché 2 secondes avant de disparaître. Bon, je vous montre cette fonction sans vraiment rentrer dans le détail, la fonction sleep, parce que c'est pas vraiment le genre de fonction qu'on a envie d'utiliser. À aucun moment on a envie que notre script se mette en pause. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il s'exécute au plus vite. Pour être honnête, je ne l'ai jamais utilisé et je l'ai découverte lors de la rédaction du tuto. Mais voilà, en tout cas, notre script d'addition est maintenant fonctionnel. Il sert à rien, mais c'est un bon exercice. On va maintenant retourner à notre apprentissage des différents opérateurs. Un opérateur très simple à comprendre est l'opérateur d'incrémentation. Cet opérateur, écrit ++, permet, comme son nom l'indique, d'incrémenter la valeur d'une variable de nature number de 1. Prenons une variable var, a égale 0. a++, a. Le résultat est 1. Notre variable vaut 0, on lui incrémente de 1, elle vaut 1. C'est logique. Cet opérateur d'incrémentation sera notamment utilisé dans le cadre des boucles, que nous verrons dans le chapitre suivant. À l'opposé de l'opérateur d'incrémentation, il existe l'opérateur de décrémentation, noté -, qui aura le même fonctionnement, à la différence qu'il va décrémenter la valeur de 1. Résultat égale -1. Passons maintenant aux conditions avec les opérateurs de comparaison. Ces opérateurs vont nous permettre de comparer des valeurs entre elles et de retourner le résultat final sous la forme d'un booléen, true ou false. Le premier que nous allons voir est l'opérateur égal à. Il s'écrit égal égal. Il permet de vérifier si la valeur d'un opérande est égale à la valeur de l'autre opérande. Ici, la variable comparaison aura pour résultat la comparaison des valeurs des deux opérandes, V1 et V2. Si la condition est vérifiée, comme c'est le cas ici, la valeur retournée sera true. A l'inverse, si V2 vaut 8 par exemple, la valeur retournée sera false, car la condition n'est pas vérifiée. Maintenant que vous avez compris le principe, voici les différents opérateurs de comparaison. Égal à, différent de, contenu et type égal à, contenu et type différent de, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à. L'opérateur différent de nous retournera la valeur true si l'opérande 1 est différente de l'opérande 2. True. Enfin, un petit opérateur qui est particulier est l'opérateur contenu et type égal à, car il va analyser le contenu et la dateur de l'opérande. Par exemple, V1 vaut 10 en string et V2 vaut 10 en number. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair, j'ai fait une boîte de dialogue dans laquelle va s'afficher la première comparaison et la seconde comparaison. Donc à savoir la première qui sera nature et type égale à, et la seconde qui sera égale à.
On voit ici que la première, c'est false, c'est-à-dire que le contenu et le type sont différents. La seconde, true, c'est-à-dire que le contenu est égal, 10 et 10. Maintenant que ça c'est vu, passons aux opérateurs logiques. Ce sont les 3 derniers opérateurs que nous allons voir. Je sais que ça fait un bon paquet d'infos à retenir, mais une fois ces 3 opérateurs passés, nous pourrons nous amuser un peu. Ces opérateurs logiques fonctionnent exactement de la même manière qu'une table de vérité en électronique. Le premier opérateur que nous allons voir s'appelle et il s'écrit double esperluette. Tout simplement, si les 2 opérandes ont pour valeur true, alors l'opérateur et nous retournera la valeur true. Voici un rapide exemple. Voilà. True. Si V2 valait false, la valeur retournée serait false. Le second opérateur logique s'appelle OU. Il s'écrit double barre. Celui-là est moins compliqué. Il demande qu'au moins un des 2 opérandes ait la valeur true pour nous retourner la valeur true. Si les 2 opérandes ont la valeur false, l'opérateur nous retournera la valeur false. Comme une image vaut 1000 mots, voici un petit tableau récapitulatif. Enfin, le dernier opérateur logique s'appelle non. Il s'écrit point d'exclamation. Il ne compare pas de valeur, mais inverse la valeur pour laquelle il est utilisé. Ainsi, non true égale false. Voilà, j'espère que toutes ces histoires d'opérateurs sont assez claires pour vous, car c'est des notions qui sont très importantes, on va vraiment les utiliser partout. N'hésitez pas à faire des essais, jouer un petit peu avec tous les opérateurs pour les prendre en main, et pour aller plus loin. Vous pouvez vraiment complexifier les cas pour vous amuser. Nous allons maintenant aborder une partie qui est un peu plus rigolote. Cette partie, qui est bien plus concrète, traitera des structures conditionnelles. Les structures conditionnelles vont nous permettre d'effectuer ou non une instruction selon la vérification d'une ou plusieurs conditions. On va commencer avec la structure if-else, qui devrait parler à certains d'entre vous. Son utilisation est très simple, et en voici la syntaxe. Alors, tout simplement, comment ça fonctionne? Si ma condition est vérifiée, donc si if vaut true, on va lancer l'instruction 1. Else, sinon, on lancera l'instruction 2. On va réaliser une vraie condition pour voir. Var v1 égale true. Voilà, on va lancer le script pour voir comment ça réagit. Ma variable vaut true, car v1 égale true. On est donc dans la condition vérifiée. On pourrait retirer ici égale true, car par défaut, le if va chercher si la valeur vaut true. Je préfère le préciser ici, car ça va nous éviter de nous mélanger les pinceaux. Dans cette structure conditionnelle, if-else, on pourrait rajouter la condition else-if, traduit littéralement par sinon si. Voilà, alors là, ce qu'on demande à la structure conditionnelle, c'est de regarder si V1 vaut 0. Sinon, si V1 vaut 2. Et là, en dernier, V1 ne vaut ni 0 ni 2, alors ma variable ne vaut ni 0 ni 2. Attention à ne pas vous tromper entre l'opérateur d'affectation et l'opérateur de comparaison, ici dans la condition. Sinon, utiliser un opérateur d'affectation dans la structure conditionnelle aurait tout l'inverse du comportement attendu, étant donné que là, on va affecter la valeur 0 à notre variable V1. Petite chose à savoir, toute valeur de variable, quelle que soit sa nature, vaudra true, sauf si elle vaut false, undefined, nul, 0, none, ou si c'est une chaîne de caractères vide. Bien entendu, vous pouvez à nouveau utiliser votre structure conditionnelle dans vos instructions. Si votre script doit agir sur certains calques, votre if-else pourra vérifier qu'on est bien dans une composition active. Si oui, alors le second vérifie qu'on a bien sélectionné des calques. Si oui, le script s'exécute. Sinon, une boîte de dialogue avertira l'utilisateur. Je vais en écrire un petit exemple. Voilà.
On commence par définir des variables, donc une première qui est compSelect, qui correspond à la vérification de la sélection d'une composition, et la seconde layerSelect, qui correspond à la vérification de la sélection d'un calque. Donc si compSelect égale true, savoir si une composition est sélectionnée, on va exécuter la première instruction. Sinon, on reçoit le message d'alerte, vous devez sélectionner une composition. Si une composition est bien sélectionnée, on passe dans cette instruction, qui nous demande si un calque est bien sélectionné. Si le calque est bien sélectionné, donc true, on affiche la boîte de dialogue, vous avez bien sélectionné une composition et un calque. Oula, d'ailleurs, petite faute, vous avez bien sélectionné une composition et un calque. Sinon, donc si layerSelect vaut false, donc qu'aucun calque n'est sélectionné, on est dans la condition else, et on affiche la boîte de dialogue, vous devez sélectionner un calque. On va essayer, et si compSelect vaut true, donc on a une composition de sélectionner, et layerSelect vaut false, aucun calque n'est sélectionné. On en retourne donc, la boîte de dialogue, vous devez sélectionner un calque. On va maintenant voir une seconde structure conditionnelle à connaître, le switch. En voici la syntaxe. Je vais directement rédiger un petit exemple, ce sera plus sympa à analyser. Voilà donc un exemple de la structure conditionnelle switch. Il n'y a rien de très compliqué à comprendre. En fonction du résultat de la variable qui se trouve ici, un cas ou un autre sera appelé. Ici, case 1, si la face du dé de 6 vaut 1, on sera dans le cas numéro 1. Si elle vaut 3, on sera dans le cas numéro 3, et ainsi de suite. On peut bien entendu utiliser des chaînes de caractères ou toute autre variable. Attention, encore une fois, à bien respecter la casse par contre. On a donc ici toutes les possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière possibilité sera default, à savoir la condition utilisée si notre variable ne correspond à aucun des cas. A noter l'utilisation ici de l'instruction break. Ça nous permet tout simplement d'arrêter l'exécution de la structure conditionnelle. Sans sa présence, toutes les boîtes de dialogue suivantes seraient affichées. Si par exemple on prend face du dé de 6 est égal à 3, ici c'est la boîte de dialogue numéro 3 qui s'affiche. Vous faites 3 points. Si on n'avait pas ici l'instruction break, on aurait continué à avoir vous faites 4 points, vous faites 5 points, vous faites 6 points, et celle-ci. Bon, dans cet exemple, on est bien d'accord que la structure conditionnelle ne sert pas à grand chose. On aurait tout à fait pu se contenter d'écrire voilà. En lançant l'exécution de cette petite ligne, on aurait exactement le même résultat, à savoir une boîte de dialogue qui affiche vous faites plus le nombre de points, plus point. Vous faites un point. Enfin, nous allons voir la dernière structure conditionnelle qui s'appelle ternary, ternaire en français. Elle est un peu moins utilisée, car elle est assez peu lisible. Du coup, c'est pas trop apprécié par les développeurs de manière générale. Mais elles sont quand même très pratiques et prennent peu de place. Moi, je ne suis pas du tout contre leur utilisation, tant que vous sachez ce que vous faites. Alors, tout simplement, on va prendre var compSelect, pour revenir dans notre exemple précédent, égale true. Alerte, on va afficher le résultat dans une alerte. Et donc voici notre structure conditionnelle ternaire. compSelect, point d'interrogation, oui, deux points, non. Notre structure conditionnelle ternaire, on est bien d'accord, c'est vraiment juste ça. En fait, ce qui vous intéresse, c'est tout simplement le point d'interrogation et les deux points. Grosso modo, ça demande, est-ce que compSelect, ici, vaut true? Le point d'interrogation, c'est vraiment ça. Est-ce que ça vaut true? Si oui, on nous retourne la première exécution. Sinon, ça vaut true. Sinon, la deuxième instruction. On va essayer. Ici, compSelect vaut true, donc oui. Si ça valait false, à savoir notre condition n'est pas vérifiée, on nous retourne la deuxième instruction. Ici, non. Voilà, on a fait le tour des structures conditionnelles. Je sais que c'est un épisode très riche en informations, ça fait beaucoup d'un coup. Pour conclure, on va juste faire un rapide exercice de mise en pratique de ce que nous avons vu. Voici un tableau des fréquences respiratoires normales chez l'humain en fonction de l'âge.
Dans notre exercice, nous allons demander à l'utilisateur quelle est sa fréquence respiratoire pour lui retourner sa tranche d'âge. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va donc définir la variable. On va l'appeler frec_respi. Et je vais la copier, car on devrait l'utiliser pas mal de fois. Fréquence respi, on va donc demander à l'utilisateur quelle est sa fréquence respi. Prompt. Combien de fois respirez-vous en 1 minute? Comme ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent, on va parser notre résultat, qui sera normalement affiché en string. Enfin, qui sera, avec certitude, retourné en nature string. Parse int. Pour varier les plaisirs, on va utiliser cette fois le parse int. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ne pas oublier de spécifier la base en second argument du base int. On va maintenant ouvrir notre structure conditionnelle. Si 60 est supérieur ou égal à notre fréquence respi. Et que notre fréquence respi est supérieure à 40, on est dans la condition numéro 1, à savoir, alerte, vous avez les poumons d'un nouveau-né. Sinon, si 40 est supérieur ou égal à frec respi et que frec respi est supérieur à 30, alerte, vous avez entre 1 jour et 2 ans. Else if 30 est supérieur ou égal à frec respi et frec respi est supérieur à 20, alerte, vous êtes un adolescent. J'ai fait une petite erreur là. Tic, tic, tic. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, if, on ouvre le crochet, on ferme le crochet, on ouvre le crochet, là j'ai un crochet en trop. Et c'est ici, par contre, qu'il faut fermer. Voilà. Tac. Tac. Sinon, si 20 est supérieur ou égal à fréquence respi et fréquence respi est supérieure à 12, tac, alerte, vous êtes un adulte. Else if 60 est supérieur à fréquence respi ou fréquence respi est inférieure à 12, alerte, vous devriez aller voir un médecin. Et enfin, la toute dernière instruction, else, alerte. Notre dernière condition ici, else, sera retournée si aucune des valeurs ne correspond. Si par exemple l'utilisateur s'est amusé à marquer un texte. Merci de rentrer votre fréquence respiratoire en chiffres.
la structure conditionnelle est prête. On va juste refaire un petit peu la mise en page parce que c'est pas très beau. Voilà, c'est un petit peu plus lisible comme ça. On va s'amuser à cette exécution du script quand même pour faire quelques tests et voir si tout fonctionne bien. On va commencer par 78. Merci de vos retraits. Alors, on a un petit souci. On fait bien de vérifier. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre mon erreur. En fait, ici, j'aurais pas dû mettre si 60 est supérieur à fréquence respi, mais si 60 est inférieur à fréquence respi. Et si fréquence respi est inférieure à 12. Oui, c'est ça. On va faire les différents tests, du coup. Premier cas, on est entre 60 et 40, donc 50. Vous avez les poumons d'un nouveau-né. Ça va. On va relancer. Entre 40 et 30, on va mettre 35. Vous avez entre 1 et 2 jours. Ça va bien. Entre 30 et 20, 25. Vous êtes un adolescent. Et enfin, entre 20 et 10, et d'ailleurs je me suis trompé, 20 et 12. Alors, que de fautes. Voilà. Si j'ai 12, vous êtes un adulte. Si j'ai 78, je devrais aller voir un médecin. Si j'ai 7, je devrais aller voir un médecin. Et enfin, si je dis j'ai une fréquence respiratoire de 12, ça ne marche pas. Merci de rentrer votre fréquence respiratoire en chiffres. Voilà, notre structure conditionnelle est maintenant fonctionnelle. Vous avez pu voir, je ne l'ai pas commenté, mais que tout simplement, j'ai fait différents tests. D'abord, premièrement, pour voir si la fréquence respi me retournait bien la valeur attendue. Ensuite, si le type-off de cette valeur était bien un number. Et ensuite, j'ai cherché dans ma structure conditionnelle pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas. Et je me suis rendu compte que rien qu'en écrivant ça, j'ai fait plusieurs erreurs. Notamment ici, inversion d'un signe ici. Et ici, il me manquait le égal. C'est à savoir que si je n'avais pas mis mot égal ici, donc supérieur ou égal à 12, ma fonction 12 n'aurait jamais été prise en compte. C'est-à-dire que j'aurais juste eu un supérieur à 12 ou inférieur à 12. Et ma valeur 12 n'aurait jamais été prise en compte dans une condition. On va essayer d'ailleurs. If. Je vais aller trop vite. 12. Merci d'entrer votre fréquence respiratoire en chiffres. Vous voyez, ça rentrait dans la condition else. Voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Je peux comprendre qu'il soit assez frustrant de ne pas encore avoir joué avec After Effects, mais toutes ces notions sont les principes de base du JavaScript. Et il faut bien comprendre et les maîtriser avant de pouvoir les utiliser dans After Effects. Dans l'épisode numéro 3, nous allons voir les boucles, les fonctions et les tableaux. C'est un épisode qui sera certainement assez dense comme celui-ci. En revanche, nous allons pouvoir commencer à utiliser After Effects à partir de l'épisode 4. J'ai mis pas mal de temps avant de sortir cet épisode numéro 2. À partir de maintenant, ça devrait aller un peu plus vite. Je vais essayer de tâcher de sortir un épisode par semaine. J'essaie de m'y tenir, mais je vous promets vraiment rien parce que ça dépend de mon flux de boulot, etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite.